Allez-vous crever cet hiver? Alors oui, bien sûr, il y a un peu de provoque dans ce titre, mais il faut comprendre aussi dans quelle ère on évolue et que le but de cette vidéo, c'est d'essayer de rebondir sur les propos de Laurent Méric, le porte-parole d'Enedis, au micro de BFM il y a quelques dizaines d'heures, qui disait tranquillement, tout simplement, qu'il s'adaptait, le groupe Enedis, à des décisions préfectorales de ne pas mettre comme prioritaire des personnes qui sont sous respirateur artificiel. Prioritaire pourquoi? Pour l'accès à l'électricité dans le cas de coupure de courant. Donc on voit qu'il y a bien une planification de priorité des citoyens, on va dire, qui nécessitaient un accès aux priorités, peut-être des entreprises qui nécessitaient un accès prioritaire, de pas de coupure. On entend tout et n'importe quoi. On se dit, est-ce qu'il va y avoir encore des feux rouges? Est-ce qu'il va encore y avoir de l'alimentation pour les frigos des supermarchés et des zones de stockage de nourriture? On n'en sait rien, c'est assez flou. Ça crée évidemment un climat d'incompréhension, mais surtout de panique, de peur. Et là, la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est de faire venir le porte-parole du fournisseur d'énergie numéro 1 en France sur un plateau de télé très grand public, sur BFM, pour dire de manière tout à fait placide, tranquille, pragmatique, eh bien oui, nous allons suivre gentiment les ordres de la préfecture et simplement donner un coup de fil 48 heures avant les coupures de courant à des personnes qui auraient besoin d'un respirateur artificiel qui fonctionne à l'électricité. Alors le plus simple, c'est que déjà je vous laisse avec l'extrait vidéo. Il y a Non, aussi toutes les important de le personnes qui préciser. sont sous respirateur artificiel chez elles et qui sont inquiètes. Je comprends, Est-ce que vous tout à pouvez fait. leur répondre, leur dire ce qu'il faut faire dès maintenant pour ne pas avoir son courant coupé chez soi? Alors, c'est ce que vous appelez les patients à haut risque vital, qui sont identifiés. Nous sommes en lien permanent avec les ARS et les agences régionales de santé, ainsi que les préfectures, qui nous signalent et identifient ces personnes-là qui ont un respirateur. Ils sont éventuellement délestables, ces personnes-là. Ils sont non prioritaires, si je peux me permettre de le dire ainsi. Pour autant, on a une attention particulière à leur égard. On les prévient. Ils ont un numéro de téléphone dédié qu'ils peuvent appeler pour avoir toutes les informations nécessaires. Et à J-2, on va les appeler. On va leur envoyer un SMS, un mail. On va les appeler pour voir s'ils ont pris des précautions qui vont bien pour Ça une veut dire éventuelle quoi en coupure. fait? Je pensais que vous alliez justement ne pas couper le courant chez eux, pas du tout. On Vous peut allez pas. couper le courant chez les personnes qui ont un respirateur. Je rectifie ce que vous dites, pardonnez-moi. Les patients qui sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Donc voilà, ce monsieur Laurent Méric nous explique tout simplement, tranquillement, avec la journaliste en face, que oui, c'est acté et que ça sera comme ça. Alors, ce qui serait intéressant quand même, c'est de prendre le problème à l'endroit, de se dire, il y a 56 réacteurs nucléaires en France. Depuis 5-6 ans, il a été choisi de ne pas les retaper, de ne pas les auditer, de ne pas, on va dire, les réparer, ni de les entretenir. Donc il en reste plus que 30 sur 56. Donc aujourd'hui, il y aurait un déficit d'apport d'électricité et qu'il serait choisi que des citoyens ne puissent pas avoir accès à l'électricité pour leur subsistance, parce que si on a un respirateur artificiel, c'est qu'on a du mal à respirer, donc nous sommes dépendants de cela. Alors, autant il y a des groupes électrogènes dans les hôpitaux avec des réserves en carburant pour pouvoir générer de l'électricité, autant là, ça semble problématique. Cette seule prise de parole aurait dû faire un tollé. Ça devrait faire l'effet d'une bombe et toutes les rédactions devraient s'arrêter en disant mais c'est quoi? On en est arrivé là? C'est soi-disant on nous vendait une start-up nation, un hyper grand pays, et que là il va falloir faire le choix de certaines professions, de certaines entreprises et de certains citoyens. Et quand j'ai choisi le terme crever, parce qu'il y a une différence. Ça m'arrive depuis les 2 dernières années d'utiliser ce terme-là lors de conférences, d'animations, de projections, de débats. Je dis, là, il y a risque de crever. Et les gens sont interpellés. Je dis, oui, il y a une différence entre mourir et crever. Donc là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui vont être chez elles. On peut mourir, mais là, elles vont crever, elles vont s'asphyxier, possiblement, avec leurs proches autour. Donc ça, je n'appelle pas ça mourir, j'appelle ça crever. Et donc, il faut avoir des termes assez précis, il faut se représenter, parce que les citoyens sont habitués, dose après dose, à ce que des morts soient affichés de manière lénifiante,
Rappelez-vous, il y a 2 ans, toutes les demi-journées, vous aviez tant de morts, tant de cas contacts, tant de personnes en réanimation. Nous sommes habitués. Il y avait le mort au kilomètre, hein, donc là, vous voyez bien évidemment que l'Asiatique, l'Africain qui meurt a moins de valeur que l'Ukrainien, et que l'Ukrainien a moins de valeur que le Français, et que le Français a moins de valeur que celui qui est autour de vous, et puis que même maintenant, celui qui est pas loin, très loin de chez vous n'a plus beaucoup de valeur parce que ça a perdu sa substance. On a perdu le sens des choses, y compris dans l'accès à l'information, où en fait un mort n'a plus grande signification. Donc c'est pour ça que j'utilise cette terminologie de crever, parce que là on va se retrouver face à d'énormes problématiques. Va-t-on mettre ces morts sur le dos du Covid? Pourquoi pas, c'est possible, ou peut-être qu'on les classera Covid, c'est une chose auquel il faudrait réfléchir. Peut-être que les préfectures vont demander à ce que ça soit classé ainsi. Seront-ils testés dans leur agonie, dans leur suffocation, en ouvrant la bouche pour aller peut-être cureter leur salive et voir s'il y a un résidu de microvirus quelque part? On peut poser la question. Enfin, en tout cas, moi je m'interroge, j'aimerais bien pouvoir avoir une information libre et éclairé. Donc je pense que ça vaudrait le coup d'avoir un vrai débat public. Peut-être que les parlementaires en parlent, je ne sais pas. Peut-être aussi ça vaudrait la peine de réfléchir à cette recrudescence de morts par la scarlatine. Alors ça fait les choux gras dans les journaux là aussi, donc ça fait peur, hein. Oulala, est-ce que mon enfant peut mourir de la scarlatine? Alors la scarlatine, la médecine académique sait la soigner, sait la prendre en charge, et dans les traitements, il y a une antibiothérapie, notamment avec l'amoxicilline. Le problème, c'est qu'il y a une pénurie de médicaments. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder, je l'avais faite il y a quelques mois, où j'alertais déjà sur ce fait-là, et je disais que les pénuries de médicaments ne datent pas de la période de la crise Covid ou de la crise de la guerre en Ukraine, mais qu'en fait, ça fait déjà 10-15 ans qu'on est passé de 5% de manque de médicaments à une vingtaine de pourcents, et que c'était souvent des médicaments génériques, c'est-à-dire pas chers, et que je m'interrogeais aussi sur le fait que pourquoi ceux qui coûtent pas cher sont en pénurie, et puis que ceux qui coûtent cher ne sont pas en pénurie. Je vous invite à regarder cette vidéo. Et donc là, il manque d'amoxicilline. Et donc des enfants meurent. Ou crèvent plutôt. Parce que pareil, il faut que vous projetiez sur le fait que ça puisse être votre enfant qui soit atteint. Et donc là, ça se passe dans le Rhône-Alpes, à Lyon, notamment, où des médecins alertent, qui disent qu'il y a un vrai problème. Et donc, moi, je m'interroge aussi, comme citoyen, moi je ne suis pas médecin, mais je m'interroge aussi sur le fait que un médicament qui est très connu, l'amoxicilline, un traitement qui est éprouvé, on n'arrive pas à en avoir dans les armoires à pharmacie, des hôpitaux. En revanche, il est très facile de trouver des médicaments expérimentaux qui, eux, sont partout. On ouvre même des centres pour les distribuer gratuitement, gracieusement, et que si vous voulez faire le cobaye, vous avez accès à ces traitements, mais par contre, si vous souhaitez avoir recours à un vrai traitement approuvé, vous avez de la difficulté, voire l'impossibilité d'y faire face. Ça me semble quand même extrêmement problématique, et je suis très étonné que les pouvoirs publics et que les rédactions et que les parlementaires ne s'emparent pas de ces questions-là, parce que ça devrait toucher on va dire chaque citoyen, mais à plus forte raison les représentants. Je suis assez étonné et touché également du fait qu'il semble qu'il y ait un manque de soignants. Or, il y a une députée française, je suis désolé, j'ai oublié son nom, qui a mentionné le fait qu'il y avait 130 000 soignants qui seraient suspendus en France. Donc ça fait quand même un vivier de personnes qui pourraient prendre soin, qui pourraient aider. Pour que vous compreniez aussi, puisqu'on parlait de la respiration artificielle, vous avez des personnes qui font de l'apnée du sommeil. Et quand vous avez de l'apnée du sommeil, vous pouvez aussi être appareillé. Donc là, si votre appareil ne fonctionne pas, vous ne risquez pas le décès, comme les gens qui sont en insuffisance respiratoire et qui sont appareillés chez eux. Mais si vous oubliez de le brancher, vous ne branchez pas en fait votre terminal qui va vous aider à respirer, relié en Wi-Fi à votre borne, qui elle-même communique avec la sécurité sociale. Et que si vous n'utilisez pas votre assistance respiratoire pour l'apnée du sommeil, vous pouvez avoir un déremboursement. Donc il y a cette notion de fliquer un petit peu l'individu pour savoir s'il a vraiment recours à son traitement. Ça semble assez étonnant. On pourrait se dire, oui, quand même, la société paye via la sécurité sociale
un appareil, il faut que la personne l'utilise. Mais est-ce que de fliquer comme ça a vraiment un sens? Et puis, si on veut vraiment s'intéresser à l'argent de la sécurité sociale, on devrait s'intéresser à la numéro 2 de la Sécu, Marguerite Cazeneuve, qui vient du cabinet de conseil McKinsey, qui est assez sulfureux, je crois, aujourd'hui, avec le président, mais pas que, sur beaucoup d'affaires, et que c'est étrange que cette personne, ne venant pas vraiment de la santé, mais de l'administration, et d'une administration, on va dire, qui travaille essentiellement sous pavillon américain, vienne coordonner la sécurité sociale. Donc ça m'alerte un petit peu. J'aimerais qu'il puisse y avoir d'autres relais que cette chaîne YouTube et que d'autres personnes qui le font, bien entendu je ne suis pas le seul, mais qui ont une difficulté à avoir accès aux médias. En parlant de difficulté pour l'accès aux médias pour ce qui est de la crise de santé, j'avais mentionné à plusieurs reprises le livre du docteur Louis Fouché, Agonie et renouveau du système de santé, pour lequel nous avons toutes les peines du monde à le faire connaître à la fois en librairie, mais également dans les médias, où les journalistes refusent même de recevoir ce livre-là, qui est pourtant un audit fantastique sur la crise, avec des propositions extrêmement constructives. Donc c'est comme s'il y avait une doxa, c'est comme s'il y avait une difficulté à avoir un débat public. Ce livre est un essai, ce n'est pas un pamphlet, c'est une personne de l'intérieur qui a réfléchi, qui a fait un master de bioéthique, qui a été à la fois aux urgences à travers la réanimation, mais également au niveau de l'anesthésie, et qui a beaucoup à partager et qui a tenté, durant ces 2 ans, d'essayer de faire entendre une autre voix avec une pensée complexe. Il semblerait que cette complexité ne soit pas accueillie par les médias. Nous, c'est ce que nous constatons. Et je vous invite, vous qui nous regardez, à essayer de transmettre autour de vous ces infos, à parler justement que des personnes vont décéder du fait de la carence d'entretien de centrales nucléaires. On peut essayer d'aborder comme ça, hein. C'est tout à fait entendable, hein. Vous pouvez partir en arborescence à décortiquer pourquoi ça a été fait. Est-ce que c'était sciemment fait? J'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez aborder les choses comme ça. Et puis de laisser traîner aussi l'information comme quoi il y a une pénurie d'amoxicilline, et puis peut-être que ça touchera les parents, que ça participera à éveiller l'intérêt de s'informer autrement, et de dire si c'était si problématique, ça serait partout dans les journaux. Il y a une difficulté d'information. D'ailleurs, je vais publier la prochaine vidéo, va être une question, c'est est-ce que le journalisme français est mort? Évidemment, nous allons tenter de décortiquer tout cela. En attendant, je vous invite à vous rendre sur le site de ma maison d'édition, exuvie.fr, pour regarder les chapitres, le sommaire de ce livre du docteur Louis Fouché, Agonie et renouveau du système de santé. Oui, il y a un effondrement, oui, il y a une agonie, mais il y a surtout beaucoup de motifs d'espoir. Et c'est nous tous, ensemble, de manière collégiale, qui allons le réaliser et le voir advenir. À très vite.